En octobre 2024, quelque chose est apparu sur Tubi qui a fait arrêter de scroller 2 millions de personnes. Pendant plus de 40 ans, ces images sont restées enfermées dans les coffres des studios. La chaîne les avait jugées trop émouvantes pour être diffusées. Red Skelton avait transformé sa dernière performance en confessionnal. Il parlait droit à la caméra comme si c'était son psy. Il révélait des tragédies familiales, des mensonges de carrière, des échecs personnels. Les spectateurs disaient que ça ressemblait à lire le journal intime de quelqu'un. La question que tout le monde se pose, pourquoi ont-ils enfin décidé de le sortir? Red Skelton, né le 18 juillet 1913 dans une baraque minuscule de Vincennes, Indiana, 2 mois seulement après la mort de son père, emporté à 37 ans par une crise cardiaque. Son père était clown au cirque Hagenbeck Wallace, mais la joie qu'il offrait aux autres n'entrait jamais chez lui. Après sa mort, la mère de Red se retrouve seule avec 4 garçons et rien d'autre que du courage. Ils perdent leur petit magasin, vivant de la charité des voisins. Red porte des vêtements en loques, se couche le ventre vide et porte le poids d'être le gosse le plus pauvre de l'école. Mais il apprend très tôt qu'un rire bien placé peut tout adoucir. Il fait de l'humour son bouclier, pas pour briller mais pour survivre. Cette fin ne le quittera jamais. Elle façonne son visage, sa voix, son timing, sa vérité. À 7 ans, il vend des journaux dans la rue pour 300. Il balance des blagues pour faire grimper les ventes. Parfois il chante, parfois il balaie, parfois il mendie. À 10 ans, il enchaîne les petits boulots, livreur de glace, porteur de cigares, frotteur de linge, des kilomètres à pied pour ramener quelques pièces. Il voit des mères y mettre en gage leur alliance pour acheter du pain. Il voit des gosses aller à l'école pieds nus. Son instruction est en pointillé, coincé entre les corvées et les galères. Mais chaque minute passée à faire rire des inconnus est une leçon qu'il n'oubliera jamais. On le connaît en ville, non pas pour ses notes, mais pour sa capacité à faire rire comme un gamin, un homme au dos brisé. À 10 ans, il fugue avec une troupe de charlatans. Il suit le doc Harry Lewis et passe l'été à vendre des bouteilles de faux remèdes à 10 $ la semaine. Il dort dans des granges, dans des chariots. Il a à peine 10 ans, mais renvoie chaque dollar à sa mère. Une nuit, il glisse de la scène et explose une caisse de verre. Le public hurle de rire. Red comprend ce soir-là que même les erreurs peuvent devenir magiques si on les assume. Il reste 4 ans avec la troupe. Il apprend les tours, les gags, les accents, le jonglage, la pantomime, des outils qui ne le quitteront plus jamais. Il apprend à être pauvre sans amertume, à jouer sans applaudissements, à rire sans raison. Il n'a jamais connu son père. Il n'en reste que des histoires. Un homme au maquillage gras et à l'épuisement total. Un homme qui s'est effondré trop tôt d'une vie qui prenait plus qu'elle ne donnait. Mais Red s'accroche à ses récits comme à une Bible. Dans chaque chapiteau qu'il croise, dans chaque miroir de loge, il cherche un père qu'il n'a jamais touché. Quand les nuits sont froides et le rire éteint, cette douleur reste là. Il dira plus tard que sa comédie n'était qu'un moyen de ramener à la maison ce qui manquait. À 15 ans, il lâche l'école, 135 $ en poche et une vague promesse d'un comique burlesque de Chicago. Il fait du stop pour quitter Vincennes, une valise, un rêve et le souvenir du hochement silencieux de sa mère. Elle ne l'a jamais retenu. Elle savait que certains gosses courent envers quelque chose parce qu'ils ont déjà vu ce que signifie être laissé derrière. Red prend tout ce qui passe, cirque, boîte de nuit, arrière-salle et trottoir. Il traverse la Grande Dépression comme un homme qui court après l'horloge. À 16 ans, il tourne avec le cirque Hagenbeck Wallace, le même que son père. Il n'appartient pas seulement au chapiteau, il le respire. La sueur, la peur, le silence, avant que la chute ne déclenche le rire. C'est là que Red devient plus que drôle. C'est là qu'il devient vrai. Il intègre un numéro de vaudeville muet, les Merry Mute, comme batteur. À 16 ans, il n'a pas le droit de parler sur scène. Il mime, danse, louche, glisse, tombe. Il imite les animaux, les acteurs, la douleur, 5 $ la semaine. Mais ce qu'il apprend vaut bien plus. Il découvre la puissance du silence, d'un regard, d'une chute. Son visage devient la carte de tout ce qu'il ne pouvait pas dire enfant. Il sait faire ressentir sans un seul mot. En 1931, avec Bud Jones, ils ajoutent des dialogues. Red fait des imitations de Clark Gable qui font hurler les salles. Il gagne 75 $ la semaine, une fortune en pleine dépression. Mais Bud triche, le duo explose. Red est dévasté. Il perd un boulot et un rythme, il enchaîne les marathons de danse, les walkatons, tout ce qui paye. Cœur brisé sur scène et en dehors. C'est dans les décombres de cette rupture qu'il rencontre Edna Stilwell, ouvreuse dans un théâtre, capable d'écrire une punchline plus tranchante que la plupart des mecs de la radio. Ils se marient en 1934. Elle a 17 ans, lui 21. Edna a le sens des affaires et une plume d'or. Ensemble, ils créent Guzzler's Gin, un sketch sur un poivreau qui cache sa bouteille à sa femme. Le public en redemande, les clubs de Chicago appellent, ce sketch devient la porte d'entrée.
Edna Book écrit « Pousse Red plus fort que personne ». En 1937, il gagne 2000 $ la semaine. Le Chicago Civic Opera House est plein à craquer juste pour voir les chutes de Red et les setups incendiaires d'Edna. Mais derrière le rideau, leur mariage commence à se fissurer. Plus Red monte, plus leur lien craque sous la pression. 1937, Red tente le tout pour le tout et rejoint une émission radio, The Avalon Time. Il invente Clem Caddiddle Hopper, un plouc à la voix traînante. Ce seul personnage change tout. Le public adore. Les audiences grimpent de 30%. En 1938, on vend du merchandising Clem Caddiddle Hopper. Les gosses reprennent ses répliques. Les parents rient avec eux. Il a créé ce dont l'Amérique avait besoin. De l'humour sans méchanceté. De l'innocence sans bêtise. Un personnage qui te fait te sentir en sécurité et idiot à la fois. 1941, NBC lui donne sa propre émission. The Red Skelton Show, 20 millions d'auditeurs par semaine. 15 minutes par épisode, mais il y fourre plusieurs voix, personnages, routines. Willie Lump Lump, Junior, le mean Whittle Kid, sketch après sketch. Les gens n'en ont jamais assez. Mais tout ce succès a un prix. Red boss non-stop. Il écrit, joue, réécrit, s'angoisse, jusqu'à une nuit de 1943, en direct, où il s'effondre. Il croit entendre la voix de son père, continue, il ne respire plus, ne tient plus debout, on le sort de scène, l'émission s'arrête. Les médecins parlent d'épuisement. Red dira que c'est le pire moment de sa vie. Mais quand il revient, sa comédie est plus sombre, plus profonde. Il y a quelque chose dans sa voix qui n'existait pas avant. Un de ses sketchs les plus célèbres devient le Mean Whittle Kid. Un sale gosse à la langue bien pendue et aux gifles slapstick. Les salles hurlent, mais tout le monde ne rit pas. La FCC envoie des avertissements. Des parents se plaignent, trop violent, trop cru. Red s'en fout. Il pense que la comédie doit montrer la vérité, même quand c'est sale, même quand ça gêne. La polémique ne fait que gonfler sa gloire. Les gosses répètent dans les sketchs. Les adultes râlaient, mais personne n'éteint la radio. 1944, il gagne 10 000 $ la semaine, de l'argent de star de cinéma. Mais Red a une faiblesse, le jeu. Une nuit à Las Vegas, il perd 50 000 $ d'un coup. Tout ce qu'il avait. Il reste assis à la table, les yeux vides. Plus une blague. Les amis essaient d'aider, Edna essaie de raisonner, mais Red court après le même frisson que le rire. Le risque, la chance, le timing, il mettra des années à sortir du trou. Sa gloire continue de grimper, mais son compte en banque est un avertissement. Les applaudissements ne payent pas les factures si tu ne sais pas t'arrêter. Le parcours de Red chez MGM commence discrètement en 1940, mais ne le reste pas longtemps. Un recruteur l'a vu à la radio et le signe direct. Premier rôle dans Flight Command, discret. Mais quand il débarque dans Dr. Kildare's Wedding Day en 1941, tout change. En 2 jours, il tourne une scène de poivreaux muets qui volent le film. L'acteur principal dira plus tard « Red a piqué le film ». Le public revient encore et encore. MGM comprend tout de suite. Même un mauvais scénario marche si Skelton est dedans. En 1 an, il n'est plus juste un survivant du studio. Il est l'un des plus gros noms du lot. 1943, on lui donne enfin un vrai premier rôle dans Whistling in Brooklyn. 2,5 millions de dollars de recettes à l'époque. Plus de 40 millions aujourd'hui. Il joue un détective fan de baseball, mélange parfait de sport, mystère et clown. Ce que le public ignore, certains gags utilisent du stop motion, chose rare à l'époque. Un technicien Disney est même venu pour caler les mouvements. Le mélange du rythme physique de Skelton et de ses effets visuels crée des moments inoubliables. Red n'est plus seulement le clown de MGM, il est l'un de leurs artistes les plus inventifs. Mais 1 an plus tard, pendant le tournage de Bathing Beauty en 1944, la nouvelle tombe. Son fils Richard, bébé, a une leucémie. Il n'en parle à personne sur le plateau. Devant la caméra, c'est le même Red joyeux. Hors caméra, on le retrouve parfois en larmes dans un coin. Il termine le film. Le film cartonne, mais le chagrin ne part pas. Richard meurt en 1958 à 9 ans. Red dira que ça a tout changé. Son travail devient plus introspectif. Il se jette dans la charité, les hôpitaux pour enfants. Le clown qui faisait rire portait désormais quelque chose de profond derrière les yeux. Quelque chose qui ne partirait jamais. 1948, The Fuller Brushman vend plus de 15 millions de tickets dans le monde. Ça aurait dû être l'apogée de sa carrière cinéma. Son personnage de représentant maladroit mais attachant fait hurler de rire les salles. On repasse même des scènes pour laisser le rire redescendre. Mais Red ne fait rien. MGM le tient en contrat serré. Ils le font tourner malade, en deuil, à bout. Il dira plus tard qu'ils ne lui ont jamais laissé respirer. Le rire à l'écran est vrai, mais derrière, il y a un homme poussé au-delà de ses limites. 1950, nomination Golden Globe pour The Yellow Cab Man, reconnaissance mais aussi combat. Il veut écrire son propre matériel, façonner ses personnages. MGM veut un clown obéissant. 1951. Il refuse un rôle, le studio le suspend. Les journaux s'enflamment. À l'époque, les acteurs ne défient pas les studios. Red le fait,
il veut être respecté comme artiste. Son nom est assez gros pour faire plier le système. Et ça marche. Puis arrive la télévision. 30 septembre 1951. Première de The Red Skelton Show. 30 millions de téléspectateurs dès la première soirée. Mime, blagues de soldats, musique live, tout en direct. L'une des premières émissions diffusées côte à côte grâce au nouveau câble coaxial. L'année suivante, 2 Emmy. CBS essaie de le calmer, trop visuel. Le public s'en fout. L'émission devient une tradition hebdomadaire. 1952, apparition de Freddy the Freeloader, un clochard boiteux avec un sourire et un cœur immense. Red dit qu'il s'est inspiré d'un vrai SDF croisé à Chicago quand il était au fond du trou. Freddy parle peu, mais le public l'adore. En 1953, le personnage est plus célèbre que certaines stars de cinéma. Freddy prouve qu'un hobo bien timé peut conquérir une Amérique habituée à la comédie propre sur elle. 1957, sa vie explose. Edna, sa femme et manager, avoue une liaison avec son producteur. Red pète un câble, fracasse un mur d'hôtel, se casse la main, rate 2 émissions. Scandale, les fans sont choqués. Red, l'homme familial, en quelques mois, remariage, mais l'image est fissurée. L'émission baisse un peu, mais ne s'effondre pas. Le public veut toujours son rire hebdomadaire, même s'il sait que l'homme derrière souffre. 1958, il présente George Appleby, le mari dominé, jusqu'à 40 millions de téléspectateurs certains soirs. George est un pauvre type qui subit le smog, les reproches, un monde qui ne l'écoute pas. C'est joué pour rire, mais dessous, il y a du vrai. Sa voix commence à lâcher à cause des clopes, alors il mise tout sur la pantomime. Moins de dialogue, plus d'action, ce n'est pas une faiblesse, ça devient la raison pour laquelle on regarde. 1962, il passe à CBS, gagne un Emmy d'écriture, il se moque de la banlieue, de lui-même, du monde, mais le network veut plus d'edge. Divorce, politique, Red résiste. Il n'est pas un comique rebelle, il veut du rire, pas de polémique. Mais il essaie. Ses vieux sketchs marchent sur une ligne plus fine entre le bête et le sérieux. 1965, sommet, 50 millions de téléspectateurs par semaine. John Wayne vient booster l'audience. Red ressort les vieux sketchs, mais le public veut la couleur. Il résiste puis cède. Cette année-là, il diffuse un rétrospectif avec Wayne. L'épisode Scrapbook devient l'un des plus regardés. 1969, CBS décide que c'est fini. L'émission marche encore bien, mais la chaîne veut courir après la jeunesse, remplacée par des shows plus osés. Red passe à NBC pour une dernière saison. Dernière émission, 19 mai 1971. Il dit au revoir doucement. Le rire s'éteint, mais pas l'amour. Ce n'était pas juste la fin d'une émission, c'était la fin d'une époque. 1973, le fisc frappe. 1,2 million de dollars d'arriérés. Mauvais placement, mauvaise gestion. À 60 ans, il doit vendre sa propriété de Palm Springs. Il repart sur la route, casinos, spectacles live pour rembourser. Il joue pour des foules qui se souviennent des belles années. Le glamour est parti, mais pas le boulot. Sa lutte fait la une. Derrière le sourire peint, il bosse dur. 1976, comeback. NBC lui donne quelques spéciales sous le titre Funny Faces. Il ressort Clem Caddiddle-Hopper, remet les sketchs au goût du jour, ça marche bien en syndication, 500 000 $, ça le remet à flot. Les vieux gags tiennent toujours. La même année, sa deuxième femme Georgia meurt d'un cancer. Red se tourne vers la peinture. Plus de 500 toiles sur tous ses personnages. 1980, expo à Las Vegas, 200 tableaux vendus, 5 000 $ pièce. La galerie est bondée, ce n'est pas juste l'argent. Peindre, c'est sa façon de faire son deuil, de rester en vie. 1981, coup dur. En tête d'affiche au Riviera de Las Vegas, il s'effondre en coulisses, rechute dans l'alcool. Il frôle la mort. Les amis ont peur, la scène qui était son remède le tue désormais. Mais il revient, parce qu'il ne sait pas faire autrement. La même année, il tourne Freddy the Freeloader's Christmas Dinner pour HBO, diffusé le 13 décembre 1981 avec Vincent Price et Imogen Coca. L'histoire est simple. Freddy veut juste partager un repas avec un ami, spécial à 200 000 $, 5 millions de téléspectateurs. Calme, doux, plein de cœur, comme lui. 1982, nouveau Funny Faces avec Marcel Marceau. 30 minutes de duel muet. Juste avant le tournage, des vandales profanent la tombe de son fils Richard. Red ne dit presque rien. Sur scène, il ne rate pas une miette. Il mime, sourit, fait oublier au public. C'est ce qu'il a toujours fait. 1983, Funny Faces 3, il révèle un secret. En 1944-45, il s'est engagé et a joué pour les soldats en Europe pendant 18 mois. Chaud dans le noir, dans les abris anti-bombes, radio des forces armées, personne ne le savait, il l'avait gardé pour lui. Le monde voit le clown sous un jour nouveau.
Le 18 juillet 1983, pour ses 70 ans, il joue au Royal Albert Hall devant la reine Elisabeth II. Il raconte des histoires, fait des sketchs, joue même de la batterie en hommage à son père, diffusé sur HBO en 1984. 200 000 $ de budget, mais le rire remplit la salle comme toujours. La royauté rit avec le reste du monde. Chaque spécial d'adieu coûte environ 200 000 $ et touche 5 millions de téléspectateurs. Freddy's Christmas Dinner et le Royal Command Performance restent les plus marquants. La vie de Red Skelton était construite sur le rire. Mais derrière le nez rouge et le sourire peint, il y avait un homme qui connaissait le chagrin mieux que quiconque. 1957, divorce d'Edna. Les gros titres ne disent pas tout. Elle n'était pas juste sa femme, c'était sa manager, sa plume, sa boussole. Leur fille Valentina n'a que 10 ans quand elle devient le centre d'une tempête. Edna accuse Red d'être distant. Red dit qu'Edna a monté leur fille contre lui. Le tribunal choisit Edna. Red pleure à la barre. Certains jours, il arrive au tribunal en maquillage de clown pour rappeler au monde qu'il existe encore comme père. On parle de coups de pub. Ce n'en était pas. C'était la seule façon qu'il connaissait pour parler dans le bruit. Quelques mois plus tard, mai 1958, Richard, 9 ans, diagnostiqué leucémie. Rien à faire, Red et Georgia veillent à l'hôpital UCLA tandis que le corps du petit s'éteint. Le 10 mai, quelques jours avant ses 10 ans, Richard meurt. Red annule son émission. Johnny Carson le remplace. Hors caméra, Red arrête de parler. 1961, le chagrin l'avale, il tente de se suicider au somnifère. Les médecins le ramènent, mais la partie de lui, qui dansait librement, ne reviendra jamais vraiment. À partir de là, il transforme toute sa douleur en mission. 1963, il crée le Red Skelton Classic Learning Center pour donner à d'autres enfants ce qu'il a perdu. 1963, mariage avec Lotiane Toland. Rumeur de trahison. 1971, divorce. 1973, Georgia Davis redonne un peu de chaleur, mais le cancer l'emporte en 1976. Red ne fait aucune déclaration, il disparaît presque 3 ans, pas de scène, pas de lumière, juste silence et ombre. 17 janvier 1986, accident de voiture à Palm Desert, 73 ans, le corps brisé en 12 endroits, côte cassée, jambes en miettes, visage tuméfié. Semaine d'hôpital, opération. Il plaisante avec la presse, mais en privé, il a peur que ce soit fini. Il ne marche plus pendant des mois. Il ne travaille plus. Il s'efface doucement de la vie publique, pas par amertume, par retraite. 1990, les médecins lui annoncent que ses poumons lâchent. BPCO, trop de cigarettes, trop de décennies. Il arrête net. Il dira que c'est la chose la plus dure qu'il ait faite. Dans ces dernières années, il peint comme un possédé. Plus de 50 000 toiles. Il les vend, donne l'argent aux hôpitaux pour enfants. Laisse l'art parler là où il ne peut plus. 17 septembre 1997, Red Skelton meurt. Mais même là, il n'avait pas fini. 1986, Lucille Ball lui remet le Governor's Award aux Emmy. 1987, Screen Actors Guild Award. 1989, 3 épisodes perdus refont surface. 1990, 16 autres dans une collection VHS, The Lost Episodes. 2013, plus de 200 heures de kinéscope inédits découverts dans l'Indiana. Des sketchs censurés dans les années 50 sur le racisme et les droits civiques. Red les avait écrits, s'était battu pour eux, puis rangés quand les chaînes disaient « non ». Des décennies plus tard, ils ressurgissent et montrent un Red qui ne faisait pas que jongler. Il questionnait, son art refuse de mourir. 2020, tableau de Freddy the Freeloader vendu jusqu'à $1 million. Il avait commencé à peindre dans les années 60. À la fin de sa vie, il gagnait plus avec la peinture qu'avec la télé. Le domaine Skelton donne plus de 1000 œuvres à des musées. Une galerie de 4 millions ouvre au Red Skelton Museum. 2024, le Palais Center sort des outtakes et bloopers de sa dernière émission de 1971. Rears avec Carol Burnett, lignes oubliées, équipe pliée en deux, Red prise au dépourvu en pleine émotion. Le cœur des futures rétrospectives. Et puis arrive le plus bouleversant. Octobre 2024, Tubi diffuse Red Skelton The Farewell Specials Uncensored Edition. Plus de 2 millions de vues la première semaine. Ce sont des rushs de 1981-1982, jamais diffusés. Une version de 45 minutes de Freddy the Freeloader's Christmas Dinner montre des scènes coupées issues des propres cassettes de Red. Il pleure. Les monologues continuent là où le script s'arrête. Il parle droit à la caméra de son père, mort sous un chapiteau 1 mois avant sa naissance. De Richard, parti trop tôt. Il dit qu'il n'a jamais guéri de cette perte. Certains spectateurs arrêtent la vidéo, c'est trop intime. Comme ouvrir le journal de quelqu'un et l'entendre parler. Au milieu du spécial, Red avoue quelque chose que personne n'attendait. À 16 ans, pendant 4 mois, au cirque Hagenbeck Wallace, en 1929, il a volé des scripts entiers, des routines de clown, des gags, des plans de tarte dans la figure. Il les avait mémorisés ligne par ligne.
Il rit à travers les larmes. Si j'avais pas piqué ces scripts, je serais encore à vendre du savon dans la rue. Les images sont restaurées en 4K. Chaque micro-tressaillement du visage, chaque geste minuscule de pantomime, tout était là. L'équipe de restauration a bossé plus d'1 an. Chaque plan nettoyé, stabilisé. Ce qui était poussiéreux et sombre est devenu net, tranchant, inoubliable. Ces émissions entrent dans le top 10 de Tubi. Des jeunes et des gens qui n'avaient jamais entendu son nom découvrent ce qu'un homme peut faire avec le silence et un sourire peint. Et toi, tu viens de découvrir pourquoi, 40 ans après, ils ont enfin ouvert le coffre. Parce que parfois, le rire le plus fort, c'est celui qui cache les larmes les plus lourdes. Si cette histoire t'a touché, mets un gros pouce bleu, abonne-toi, active la cloche. Parce qu'on va continuer à déterrer des vies qui méritent d'être racontées. À très vite, prends soin de toi.